Bon, alors, Franck et moi, on se connaît depuis quelques années maintenant. Je crois que c'est 2008. Franck, je me trompe? Oui, 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 tout à fait. 2008, moi, je suis venue, nous aller à l'espace, qu'on appelle au Chantier du Au Futur. chantier du futur. C'était ma première conférence au Chantier du Futur. Donc, bon, moi, je suis physicienne et biologiste. Et je travaillais 14 ans en biologie. Déjà, 14 ans, j'en reviens pas. Et là, maintenant, je suis à la retraite. Et puis maintenant, j'ai les programmes d'enfer. Génial. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis intéressée donc à la physique, à la biologie et donc au vivant. Et depuis plusieurs années en parallèle, je me suis intéressée à l'énergétique. Voilà. Donc, l'énergétique pratiquement en parallèle, depuis 20 ans, j'étudie l'énergétique et voir comment ça fonctionne et que j'ai expérimenté sur moi-même. Et c'est dans le cadre de l'aspect énergétique et de la musique et des sons et de la musique en bouteille que j'ai rencontré Franck euh, au Chantier du Futur avec ses élixirs. Et j'ai commencé à lui demander, mais c'est quoi ça? C'est quoi c'est tout ça? Et que voilà, on a commencé à se parler et moi-même à lui raconter ce que je percevais, hein, avec ce qu'il faisait. Et ça a été le démarrage d'une collaboration. Nous avons collaboré ensuite avec tout ce qu'il a fait sur les élixirs, que j'ai participé en partie pour montrer des choses de cristallisation sensible. Et puis bon, puis j'ai fait la formation avec lui. Et puis maintenant, je suis musicothérapeute énergétique aussi. J'ai plein d'outils et dont la musicothérapie énergétique qui est importante pour moi et les élixirs aussi qui sont absolument géniaux, que c'est une bombe en fait quand on les utilise en soins. Et que voilà, donc là aujourd'hui, donc on va parler du champ, de la vibration sonore et des champs des cellules. Bon, moi m'occupant des cellules, eh bien, je vais vous parler un petit peu pourquoi ça chante les cellules et du son, et le son, il va vous en parler, et que les deux vont pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire que la vibration, ça démarre aux molécules et que le son doit se propager dans la matière. Donc, on a été fait pour se rencontrer, de parler de son et de matière. Voilà, je vais arrêter là, ça suffit. On va avoir, il y aura des questions, on verra ça après. Voilà, je te laisse la parole, Franck. Voilà. Merci, Jeanne. Alors, me présenter, ça, pour faire très court, ben, je suis avant tout un chercheur. Avant d'être musicien, je suis un chercheur. Depuis 30 ans, je m'intéresse à la dimension thérapeutique du son, dans tous ces domaines d'application, au niveau à la fois de l'individu. J'étais le créateur d'une machine qui s'appelle Harmonial il y a maintenant plus de 20 ans pour traiter le stress, qui aujourd'hui est vendue aux États-Unis auprès de psychiatres. Et j'ai créé il y a maintenant plus de 12 ans la musicothérapie énergétique, avec un livre qui sortira normalement en 2021 sur ce sujet. Et puis il y a maintenant 8 ans, on a créé les premiers élixirs de son, qui sont pour moi l'aboutissement de 30 ans de recherche dans ce domaine. Je suis aussi également le créateur de musique depuis plus de 20 ans, de musique thérapeutique avec mon label Harmonie Musique, sur le diapason 432 dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure, et puis aussi sur les gammes naturelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ben, on a une quarantaine de personnes qui sont déjà connectées avec nous. Donc, moi, je propose qu'on démarre. Et puis, on est tout oui, hein. Donc, je vais demander à toutes les personnes donc, qui ne sont pas Franck et Jeanne, si possible, de mettre leur micro sur mute. On aura un espace pour les échanges et pour les questions à la fin de la conférence, enfin de la table ronde, donc ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, on va simplement écouter Jeanne et Franck dans ce qu'ils ont à nous présenter. Voilà, je vous remercie. À tout à l'heure. À vous. Bon, alors je vais commencer par parler, mais Franck, tu interviens à n'importe quel moment Bien pour, sûr. pour compléter, enfin, etc. On a deux parties un peu distinctes et en même temps pas si distinctes que ça.
Bon, alors, donc, la première diapositive, attendez, il faut que j'arrive à la voir. Il faut que j'appuie sur quoi? Bon. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, excusez-moi, je n'appuyais pas au bon endroit. Voilà. Alors, donc, on va parler de son, de matière et du vivant et des cellules. Et que ce soit les matériaux, que ce soit les cellules, tout est fait d'atomes qui constituent la matière, et que la matière, quelle qu'elle soit minérale, qu'elle soit végétale, animale ou organique, la matière est porteuse d'informations. En fait, elle est porteuse d'informations parce qu'elle est porteuse d'une structure. La structure enferme l'information et donne des propriétés, des propriétés physiques ou des fonctions en biologie, et qui vont être dépendantes de l'origine de cette matière. Donc, dans un environnement donné, en fonction de la croissance de la matière ou de la façon dont elle a été fabriquée, eh bien, cette matière porte certaines informations qu'on va aller chercher pour aller comprendre les choses. Donc, l'évolution et les comportements de la matière, ils sont reliés donc à l'origine, à la structure, aux propriétés physiques, chimiques, biologiques, aux fonctions biologiques et technologiques et aux interactions avec l'environnement. Donc, quand on parle de la matière, c'est la suivante. Eh bien, la matière, elle est basée elle est faite à partir de l'interaction entre atomes. Et l'interaction entre atomes, un atome A et un atome B, l'interaction va se faire par le champ électronique, c'est-à-dire par les électrons qui sont autour du noyau de chaque atome. Donc, c'est par les électrons qu'on va interagir et qu'on va entraîner, qu'on va faire des liaisons ou pas, qu'on va interagir. On va faire des liaisons fortes, des liaisons faibles, de différentes choses. Donc, la matière qui est faite d'atomes, eux-mêmes qui sont constitués de particules élémentaires, on ne va pas tout voir cette représentation est schématique. J'ai montré que les électrons. Hein. Et puis le noyau, c'est un petit plus, mais excusez-moi, ce n'est pas centré, j'ai dû bouger un peu la diapo. Bon. Ce qui est intéressant, ce sont les propriétés, ce sont les électrons qui vont donner des propriétés de comportement à la matière. Donc, toutes les interactions se passent dans l'invisible avant que la matière réagisse. C'est-à-dire que quand il y a deux atomes, par exemple, si vous les mettez ensemble, eh bien, en fonction du potentiel de l'électronégativité, ça veut dire en fonction du nombre d'électrons des uns et des autres, eh bien, il va y avoir attirance, ou alors pour faire des liaisons très très fortes ou des liaisons faibles de différentes natures. Bon. Et donc, ce qui est important, c'est que les réactions chimiques ne sont que la suite de l'interaction. Et ça, on va le voir après quand on va parler des ondes, hein, qui, elles, portent toute l'histoire de cette information. Donc, les lois qui régissent le monde de l'infiniment petit, parce qu'on est dans l'infiniment petit, appartiennent au monde de la physique quantique. C'est-à-dire que toutes les particules, les atomes sont faits de particules élémentaires, et chacune des particules élémentaires, elle est soumise aux lois de la dualité onde-particule, c'est-à-dire que toute particule est un grain de matière, et toute particule est aussi une onde. Et donc, quand on va avoir une matière bien visible, eh bien, on va voir la partie matière. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la partie ondulatoire de la matière, qui, pour aller la voir, nous, en physique, on va aller sonder la matière pour la voir. Elle ne se voit pas comme ça. Alors, regardez ici, c'est un petit schéma ici. Attendez, je vais... Ah non, non, c'est ça. On ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Voilà. Je cherche ma souris. Je cherche ma souris. Alors, est-ce que... Oh mince alors, je ne vois pas ma souris. Ah là, voilà. Alors, regardez. Là, ce que vous voyez, là, il y a des électrons. Alors, il y a de l'énergie qui arrive et que ça fait partir des billes, comme les billes de billard, vous savez. C'est-à-dire que ça fait sauter des électrons d'un niveau. Regardez. Hop, je reprends. Hop, il y a un électron qui arrive, une collision, et ça fait sauter un électron d'une couche supérieure. Et cet électron de la couche supérieure est venu stabiliser la couche inférieure, et ça émet des ondes, des ondes qu'on appelle K-alpha ou K-bêta, etc.
en fonction du nombre d'électrons qui ont sauté et qui ont interagi. Donc, ce que l'on voit à chaque fois qu'il y a un saut d'électrons d'un niveau à un autre, ça s'appelle une transition électronique. C'est un saut quantique. Et en fin de compte, chaque atome, il a une cartographie, une grille fondamentale musicale que j'appelle d'atomes qui est donnée. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, là, toutes ces lignes là, qui sont des transitions électroniques entre les différentes couches que vous voyez là, les transitions électroniques, eh bien chacune a une longueur d'onde particulière, correspond à des niveaux de couches supérieures à des couches inférieures, donc ont des énergies différentes selon qu'elles viennent des couches supérieures ou inférieures. Donc déjà, on peut parler d'énergie et de fréquence associées à ces électrons qui bougent. Donc cette grille fondamentale, eh bien, elle est caractéristique d'un atome. En fonction du nombre d'électrons, on va avoir une grille particulière. Donc, en fin de compte, ce qu'on a quand la lumière interagit sur un atome, eh bien, il va y avoir émission à un moment donné de rayons X. C'est-à-dire que quand les atomes qui sont de couche inférieure sautent, hein, comme ici, là, juste là, le rouge, il a sauté, il est remplacé par une autre, eh bien, il y a des transitions, ça donne lieu à une transition électronique de haute énergie. Et ça donne de rayons X, ça correspond à l'émission de rayons X. Et ce qu'on appelle les petits sauts à l'intérieur même de couches électroniques, eh bien, c'est des transitions de faible énergie, ça donne de la fluorescence, ça donne plein de propriétés. Donc, toutes les propriétés des électrons pourraient se résumer à qu'est-ce qui se passe dans tous ces sauts quantiques, en fait. Comment on déstabilise et que l'atome lui-même se restabilise, puisqu'un électron peut pas rester, l'atome ne peut pas rester excité. Si on enlève un électron, il va se restabiliser. Donc voilà, ça c'est la base de toute l'interaction de la matière. Alors effectivement, l'électron, c'est lui qui va être responsable des propriétés. Il a une nature ondulatoire et pour le voir, on va utiliser des modes de détection. Et l'électron, c'est comme une onde dont je vous ai parlé. L'onde que l'on voit ici qui se propage, hein, et que l'électron, en même temps, alors l'onde, il y a la longueur d'onde, hein, c'est quand on voit la petite montagne, la longueur d'onde ici, et puis la hauteur, c'est l'amplitude. Et on voit que l'électron, lui, il a un spin, c'est-à-dire en fonction il a un spin un moment magnétique nucléaire qui va donner un champ magnétique différent, une position upside down, enfin bon, du détail. Mais ça donne des propriétés magnétiques particulières. Si bien que chaque électron a une composante électrique ici, que l'on voit ici, et une composante magnétique qui est à 90 degrés de l'autre. Donc, c'est vraiment la propriété que chaque électron en mouvement va avoir une composante électromagnétique qui est associée à un champ électrique et un champ magnétique. Alors, vous comprenez bien maintenant qu'on va passer à une application rapide, hein, schématique. C'est que les expériences, quand les électrons sont dans une matière et ils réagissent tous en cohérence de phase, comme dans les supraconducteurs, c'est la propriété fondamentale des supraconducteurs, c'est qu'à un moment donné, tous les électrons, enfin pas tous les électrons, un certain nombre d'électrons de la couche externe se mettent en doublé d'électrons. Et tous ces doublés, dans tout le matériau, ils ont la même cohérence, ils ont le même mouvement. C'est comme une seule onde. Ils se propagent comme une seule onde. Ils sont tous en cohérence de phase. Et là, j'ai mis le schéma d'un banc de poissons. C'est la même chose. C'est comme si leur comportement, c'est comme une onde. C'est-à-dire que s'ils changent de direction, c'est l'ensemble de tous les poissons qui va changer. De la même façon, quand on voit les oiseaux qui volent tous ensemble, le premier, s'il change de direction, tout le monde va changer. C'est-à-dire qu'ils sont en comportement collectif et ils se comportent comme une onde unique parce qu'en fin de compte, ils portent tous la même information. Et cette même information, elle va être amplifiée. Dans les supraconducteurs, ça va se traduire par quoi? Par l'émission d'un champ magnétique très puissant. Hein, c'est ça qui va faire la lévitation dans les supraconducteurs. Il y a une expulsion du flux magnétique parce qu'en fin de compte, ça vient de ce comportement collectif d'ondes de cohérence de phase de tous les électrons qui se comportent comme une seule onde, comme les bancs de poissons. Et là, ça donne des propriétés très, très puissantes. Voilà.
Alors maintenant, pour voir les propriétés des électrons, parce que c'est bien beau, on ne les voit pas les électrons, on voit la matière, et en fin de compte, les propriétés, toute la partie ondulatoire qui donne les propriétés, on ne les voit pas. Et pour les voir, il faut faire interagir la matière avec un faisceau d'électrons ou avec un faisceau d'ions ou avec un faisceau de neutrons. Ici, par exemple, on va voir un faisceau d'électrons qui arrive sur une surface de matériau et il va y avoir toute une zone d'interaction et plein d'émissions électroniques. Alors, il va y avoir des émissions électroniques d'électrons de la couche externe qui vont donner des informations de la surface. Il va y avoir des émissions photoniques de la lumière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les rayons X, c'est de la lumière avec une longueur d'onde particulière. Donc, on va avoir l'émission de photons X correspondant à des transitions électroniques, comme je vous ai montré tout à l'heure, de très haute énergie, ou des émissions photoniques de faible énergie, comme la lumière. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces émissions, différentes émissions, avec des électrons au jet aussi, des électrons des couches profondes qui ont été éjectés, et des rétrodiffusés, c'est-à-dire des électrons qui arrivent, et puis c'est tellement dur à la surface qu'ils repartent comme en réflexion, et ils vont donner l'information sur la composition chimique. Donc, toutes les informations associées à l'interaction d'un faisceau d'électrons avec la matière va donner toutes les propriétés de la matière. Et c'est comme ça que moi, j'ai étudié la matière au microscope électronique. On envoie un faisceau d'électrons et on va regarder les images associées. On va étudier la diffraction, on va étudier les émissions de rayons X, on va étudier tout ça et on va faire des cartographies, des topographies pour essayer de voir, parce que les topographies, elles vont donner des images de cartographie élémentaire chimique. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque atome a sa carte de musicale. Vous vous rappelez la carte musicale? Ben, la carte musicale, c'est la carte fondamentale qui dépend de chaque atome. Si bien que comme chaque atome a une signature, eh bien, on va avoir des couleurs différentes qui vont être associées aux différents atomes. Voilà. Donc, le moyen d'observer les ondes, on ne les voit pas directement. Il faut étudier leur interaction avec la matière. C'est toujours la matière qui va donner l'information. Donc, la partie ondulatoire, elle est à l'intérieur de la matière. Et on peut étudier la matière soit par la partie matérielle, d'observer la structure, ou d'observer l'interaction de cette structure avec un faisceau. Et là, on aborde l'aspect ondulatoire de la matière. Voilà. Alors, il y aura deux images. Une image de matériaux très durs où les atomes sont denses. Les atomes sont tous les uns à côté des autres, piégés dans une structure solide, bien compacte. Hein, elles sont stables dans le temps, les atomes sont piégés dans sa structure. Et quand on fait des images, c'est absolument très joli parce qu'on voit ici, on voit la projection des couches atomiques, hein, des plans atomiques d'un matériau. Et ici, on voit un défaut ponctuel. D'accord. Mais l'image que l'on a ici, c'est associé à l'interférence d'ondes qui donne une image. Je vais pas, hein, quand ça passe à travers des lentilles électromagnétiques, et les lentilles électromagnétiques ça fait comme les lentilles optiques, ça fait des images, et ça fait aussi non seulement des images, mais des clichés de diffraction, et l'interférence de ces clichés de diffraction donne la formation de l'image dans le plan focal image. Bon, ça c'est du détail. Donc ce qu'on va voir, c'est grâce à ça, avec un faisceau d'électrons, on va pouvoir sonder la matière, voir l'ordre cristallin qui existe dans le matériau, qui est parfait ou qui contient des défauts, et on va voir les compositions chimiques, on va pouvoir les analyser, et on voit que la forme est reliée à la structure. Dans la matière solide, on a 230 possibilités. Donc c'est très limité la matière solide. Tous les minéraux que vous connaissez, il n'existe pas plus que 230 possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est que les atomes ici sont piégés dans une structure bien dense. C'est-à-dire que, et la distance entre chaque atome va donner la fréquence qu'on appelle, va donner la fréquence de vibration, l'une des fréquences de vibration. C'est-à-dire que toutes les distances interatomiques qui existent dans un cristal vont donner des fréquences de vibration singulières pour chaque cristal. Ça, c'est très important, ça. Donc, on a des hautes fréquences de vibration qui sont liées à des distances interatomiques toutes petites. Hein, c'est pour ça que quand on touche un cristal, on prend un cristal à la main,
Et bien sûr, on peut le prendre, vous prenez un quartz, par exemple, c'est très chouette, vous le prenez dans la main et vous pouvez vous recharger. À un moment donné, vous allez sentir une pulsation dans votre main et c'est qu'en fin de compte, vous rentrez en résonance, votre champ vivant rentre en résonance avec le champ des cristal, qui est avec tout le champ vibratoire du cristal, parce qu'il a un champ vibratoire, le cristal. Et quand on le tient, et on peut sentir à un moment donné une pulsation importante qui est qui s'appelle de la résonance. Et à un moment où il y a la résonance, c'est que tout notre corps a entendu les fréquences du cristal et on s'est rechargé. Et à un moment donné, ça s'arrête et c'est fini, on est bien rechargé. Donc c'est fabuleux. Donc les cristaux, la perfection des cristaux, c'est ça qui leur donne leur propriété hautement vibratoire. D'accord? Et que ça va dépendre de la structure atomique. Voilà. Et de la géométrie de chacun des cristaux. Voilà. Alors non, 2 secondes. Voilà. Alors maintenant, on passe dans le vivant. Alors vivant, on n'est plus dans l'ordre cristallin. D'accord? On est dans les molécules. Et dans le vivant, on est dans les molécules et on est dans un milieu aqueux. Donc, on est dans les molécules, elles ont toutes des pôles électropositifs, des pôles négatifs, et c'est la force électromagnétique qui va maintenir les systèmes moléculaires simples, macromolécules et toutes les architectures complexes du vivant. C'est grâce à ces forces électromagnétiques qui sont liées aux électrons, toujours pareil, aux électrons et au noyau, qui a une charge, et aux électrons. Donc, c'est toujours cette interaction entre différents atomes qui portent des charges différentes qui vont entraîner une force électromagnétique particulière qui va maintenir des liaisons et qui va maintenir tous les systèmes en fait. Chaque molécule ou complexe moléculaire va avoir sa propre fréquence parce que tout vibre. Hein. Alors les atomes dans les solides, on ne les voit pas vibrer. Mais ils vibrent, je peux vous dire qu'ils vibrent, mais c'est une haute fréquence. Alors que dans les molécules, on peut les voir vibrer facilement. On les met au microscope, on voit que ça bouge, tout bouge. Donc, ça n'a pas du tout la même chose puisqu'on est dans un milieu aqueux. Mais chaque molécule a sa propre fréquence de vibration qui correspond à sa forme géométrique, à sa structure, à sa fonction. Si bien que, par exemple, dans le vivant, dans les cellules, en fonction de la fonction d'une protéine ou d'une macromolécule, eh bien, sa conformation, elle va être dans une certaine conformation, elle va être active, dans une autre conformation, elle va être inactive. Donc, ça va dépendre de sa forme et de sa géométrie. Ça, c'est la richesse du vivant. Donc, structure et fonction vont déterminer, en fin de compte, la géométrie. La géométrie va définir une structure et une fonction, et bien sûr, va être associée à une fréquence. On est d'accord. Tout ceci est. Donc, dès qu'on change de fréquence, on change de structure. On change de géométrie, on change d'interaction. Donc, ça va être complexe après. Hein. Voilà. Donc, alors maintenant, on est dans la cellule. Alors, dans la cellule, c'est un milieu aqueux. Donc, tout est dynamique. On a des structures à l'intérieur des cellules qui sont différentes structures. Là, on a le noyau. Là, on a l'appareil de le réticulum endoplasmique qui permet la fabrication, l'élaboration des protéines. Là, ici, on a les mitochondries qui fabriquent l'énergie. Là, ici, on a le Golgi qui fabrique la maturation des protéines. Ici, on a des vacuoles, des différentes vacuoles. Ici, on a le centrosome, c'est lui qui va donner l'ordre à la division cellulaire. On a ici les microtubules, qui sont des outils du cytosquelette et puis de transport de vésicules. On a des filaments intermédiaires qui relient toutes les cellules. Toutes les cellules sont reliées entre elles. Aucune cellule est libre, sauf si elles sont cancéreuses. Mais elles sont reliées entre elles. Elles sont reliées. Donc, la vie de chaque cellule va dépendre des signaux reçus. Et en fait, effectivement, sur les membranes externes, il va y avoir plein de pseudopodes qu'on ne voit pas là tout de suite, mais qu'on va voir après. Mais la cellule va être en attente de signaux. C'est à partir d'un signal qu'elle va se diviser, par exemple, pour faire 2 cellules. C'est par un signal particulier qu'elle va aller en mort cellulaire. D'accord? Donc, elle est constamment à l'écoute des signaux de son environnement, en écoute avec l'écoute intérieure de la cellule elle-même,
qui va faire qu'en fin de compte, une cellule va aller vers la vie ou vers la mort. Elle va choisir en fonction de l'environnement et de son état intérieur fondamentalement. Dans le vivant, tout est dynamique et on a un ordre et un désordre en constant remodelage. On vous montrera un film à la fin. Et il y a un remodelage constant. Et c'est lui qui va permettre que la vie continue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est comme un balai de structures qui se font, de structures qui se défont pour refaire des nouvelles structures. C'est-à-dire d'une seconde à une autre, on n'a pas les mêmes structures à l'intérieur d'une cellule. C'est un grand balai extraordinaire. Donc, les cellules et les noyaux cellulaires sont des véritables oscillateurs et résonateurs électriques vivants. Et bien sûr que il y a de l'eau dedans. Tout est en mouvement, tout est en vibration constante. D'accord? Et à l'intérieur de cette vibration constante, de ce balai qui est à l'intérieur des cellules, eh bien, chacun a sa propre musique. Hein, c'est comme un orchestre, par exemple. Un orchestre, eh bien, vous avez plein de personnes du ballet qui vont jouer, qui vont danser des choses différentes. Là, il va y avoir la musique et puis il va y avoir des différentes parties. Eh bien, toutes les parties de la cellule va faire sa vie en fonction de ce qu'elle a besoin de faire, puisque tout est prévu dans un ordre de permettre que la vie continue. Mais donc, les cellules sont des oscillateurs électriques et des résonateurs électriques vivants. Ça, c'est important. Donc, ils rentrent en interaction, ils résonnent avec ce qui se passe. Les transferts d'informations biologiques se réalisent via des couplages électromagnétiques. Alors, vous comprenez bien que tout ce qu'il y a autour d'une cellule, eh bien, il y a plein qu'on appelle de canaux à sodium, de canaux à potassium, etc. Eh bien, on a constamment une membrane nucléaire, une membrane externe qui est complètement polarisée, positif et négatif. Et ce n'est pas continu. Eh bien, il va y avoir des polarisations. Quand une cellule est en bonne santé, la polarisation, elle est partout correctement, c'est-à-dire que le courant, il passe partout et que tout se passe bien au niveau des fonctions. Donc, et tout ceci, alors à l'intérieur d'une cellule, on a un comportement de nature quantique, c'est-à-dire que c'est un tel désordre qu'il est absolument impossible de prévoir le comportement d'un électron. D'accord? On ne peut rien prévoir. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps. D'accord? Donc voilà. Alors là, c'était pour vous montrer que quand on a une cellule avec son noyau ici, eh bien, il y a une information qui va arriver à la cellule. Eh bien, chacune des informations qui va arriver va transmettre à l'intérieur du cytoplasme, va aller jusqu'au noyau. Ensuite, le noyau a entendu l'information, va transmettre l'information au cytoplasme, qui va le retransmettre à la sortie de la membrane de la cellule externe. Donc, ça veut dire qu'il y a une information A et ensuite réponse à l'information A. Et une réponse avec une cascade de réponses biologiques. D'accord? Donc, effectivement, tout ceci, ça va correspondre à des changements d'électronégativité, à des changements quantiques. Toutes ces informations vont correspondre à des changements quantiques, soit liés à la forme, soit aux différents types de molécules qui interagissent. Donc, on est constamment dans l'électromagnétisme. D'accord? Alors, on peut parler de sodium, de potassium et tout ce que vous voulez, mais au-delà de ça, c'est vraiment comme un semi-conducteur. On a des charges de partout. On a des charges électroniques partout. Donc, la cellule, elle est en constante interaction avec son environnement à travers le stimuli qu'elle reçoit et qu'elle va transmettre. Donc, elle est constamment à l'écoute de ce qui se passe. D'accord? Et si ici, on voit une membrane, on va avoir une membrane, le schéma d'une membrane, avec plein de chaînes d'oligosaccharides, de chaînes lisses, de protéines, etc., qui sortent de la membrane. Il y a des protéines intramembranaires, différentes protéines intramembranaires, et puis bien sûr, il y a des parties internes. Là, on est dans le cytoplasme et on est à l'extérieur. Alors, vous comprenez bien qu'il y a des signaux, ils arrivent par l'extérieur, ils passent le passage de la membrane et ça va à l'intérieur. Alors, chaque cellule va avoir sa propre vibration, hein, et rentre en résonance avec les autres cellules via la communication cellulaire. C'est-à-dire qu'en même temps, quand il va y avoir des réactions avec des protéines, il va y avoir une résonance, et cette communication, cette résonance ici, va faire en sorte que les cellules entendent la même chose. Donc, dans la dynamique des atomes et des molécules, les systèmes et macromolécules, les ultrastructures dans la cellule, dans le corps entier, vibrent constamment. Donc, on a constamment des vibrations. À l'intérieur de la vibration globale de notre corps,
on a la vibration de nos organes, on a la vibration de nos cellules, et tout ceci, quand tout va bien, c'est en résonance de phase, c'est-à-dire qu'on est en cohérence. Toute cellule possède un embrasage. Alors, vous voyez ici, c'est des pseudopodes. C'est ça qui permet d'avoir les informations de l'extérieur. Voilà, pour la communication. Alors, voilà, là, ici, on va... Une seconde, voilà. Donc, comme je viens de vous dire, ce qui se passe, en fait, eh bien, c'est que l'activité biologique qu'il va y avoir implique la création permanente de courants dans chacune des cellules, chaque organe à travers tout le corps entier. Et on a des courants, alors les courants sont en généraux en spirale, hein, d'accord, différents courants. Donc, chaque organe a sa fréquence propre de vibration. Hein. Et donc, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de champs électromagnétiques à l'intérieur de nous. Et chaque personne a sa fréquence propre d'incarnation aussi. Donc, on a une fréquence propre à l'intérieur de laquelle il y a différentes fréquences, mais tout ceci est en cohérence avec nous. D'accord? Et quand la cohérence disparaît, c'est là que les problèmes pathologiques apparaissent. Donc, ici, voilà, pour schématiser, j'arrive à l'avant-dernière diapo. L'homme avec tous ses champs magnétiques. Hein. Donc là, ici, c'est le champ magnétique, par exemple, structural, hein, que l'on voit ici. On voit le champ magnétique musculaire. Et là, le champ magnétique cutané. Vous voyez, ça fait quand même un large champ magnétique. Et si on regarde le champ énergétique du corps humain, eh bien, on peut voir que le champ électrique, il va être là. Le champ magnétique, il va être là, en bleu, et le champ thermique, il va être là. Donc, tous ces champs, ils sont toujours présents autour de chacune des personnes, à l'intérieur et autour. Bien sûr, ces champs commencent à l'intérieur de nous, d'accord? Et ils nous dépassent. Et les interactions associées à toute activité vont conduire à la mise en place d'un champ électromagnétique global humain. Alors, tout ceci va se traduire comment? Par un champ, alors notre corps vibratoire, qui démarre à l'intérieur de nous, avec des structures énergétiques et toutes les structures du plan subtil. Et là, je m'arrête là. Mais tout ceci, ces structures de plan subtil, sont en lien avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et que ce champ électromagnétique que l'on a autour de nous, et ce champ lumineux, c'est lui qui va être affecté le premier par tout ce qui nous arrive de l'environnement. Avant que les choses nous arrivent à l'intérieur du corps pour s'installer en pathologie, il va y avoir des pénétrations, donc ça veut dire que notre champ, lui, s'il s'affaiblit, il va permettre que des choses rentrent et que le corps éthérique ne soit pas vraiment quelque chose de bien, qu'on a protecteur, parce que c'est comme un bouclier, ce champ. Ces champs subtils, c'est comme des boucliers. C'est des boucliers qui nous protègent dans notre vie et dans notre santé pour l'ensemble. Et aussi, si il se détériore, eh bien, la détérioration va faire que plein de choses peuvent rentrer dans le corps et déclarer des choses. Voilà. Donc là, moi, je vais arrêter là et place à l'interaction des ondes sonores sur la matière-énergie avec Franck. Alors déjà, dans un premier temps, on peut essayer de définir ce qu'est un son, une fréquence. On sait que c'est une longueur d'onde, comme l'a défini tout à l'heure Jeanne. C'est une onde qui est produite par une action mécanique sur un support de matière. Quel que soit, donc là on comprend tout de suite que le son a besoin de matière et tout ce que Jeanne nous a expliqué tout à l'heure, cette dualité entre l'onde et la particule, elle est inséparable. On ne peut pas séparer une onde d'une structure de matière. Et la matière a besoin d'ondes pour être vivante, comme si l'onde animait cette matière, et l'onde a besoin de matière pour pouvoir se propager et exister. Diapo suivante. Excuse-moi. Faut que tu travailles, Jeanne. T'as pas fini. Voilà. Alors, voilà, je vous ai mis quelques propriétés aussi physiques du son en fonction des matières. Vous voyez que la vitesse, par exemple, dans l'air est à environ de 340 mètres secondes. J'ai mis aussi une fonction de température parce que, en fonction de cette température, bien sûr, cette vitesse va accélérer ou décélérer. On peut remarquer que dans l'eau, et je sais que j'ai eu des gens aujourd'hui en formation qui me posaient la question, mais tiens, quelle est la vitesse dans l'eau d'une fréquence sonore? Eh bien, elle va se déplacer à la vitesse de 1482 mètres secondes et dans l'acier, à plus de 5000
mètres par seconde. Alors attention, parce que ça ne veut pas dire qu'elle va se propager loin, elle va se propager vite, mais du fait qu'elle rencontre cette matière, il va y avoir des frottements, et ces frottements vont ralentir sa propagation. Donc la notion de fréquence, quelle que soit, là on parle en termes sonores, mais la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc quand on définit effectivement une fréquence de 100 Hz, cela veut dire qu'on a 100 oscillations en une seconde. En fait, vous avez d'autres propriétés aussi également qu'on appelle l'amplitude, c'est-à-dire l'intensité sonore perçue. Je vous ai mis le seuil au niveau de nos oreilles, qui est de l'ordre de 130 dB. C'est à peu près la pression qui va correspondre au seuil de la douleur. Et puis, à partir de 150 dB, le son peut tuer. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, l'armée française avait commencé à travailler sur des bombes soniques pour pouvoir faire éclater la matière. En fait, dès qu'on arrive à ces statuts, ces degrés d'amplitude, la matière va éclater. Et puis, derrière, vous avez aussi le timbre, c'est-à-dire la couleur du son, qui est liée à ce qu'on appelle l'harmonie, qui est quelque chose d'un peu ésotérique pour beaucoup de musiciens. Chacun a ses théories un peu sur cette règle harmonique. Je reviendrai tout à l'heure un peu plus avant sur cette notion liée à l'harmonie. Vous verrez, c'est quelque chose de complexe et à la fois de simple. Donc on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le son a besoin de matière pour se propager et la matière a besoin du son pour s'agencer. En fait, l'onde va donner aussi une forme, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Jeanne dans toute sa partie. La loi de la résonance, toute matière qui reçoit une fréquence génère par réaction à cette physique à celle-ci et sur celle-ci. C'est comme ça qu'on génère des harmoniques. D'ailleurs, Jeanne, je crois me rappeler qu'à une époque, tu étudiais la physique des matériaux en envoyant justement des fréquences sur des matériaux pour avoir cette signature harmonique qui donnait la composition chimique d'un matériel. C'est ça? Oui, ben oui, c'est comme l'analyse chimique, ça se fait comme ça. C'est à partir Exactement. de toutes les harmoniques. Voilà, on étudiait les harmoniques pour décrypter une matière. Donc, comprendre aussi également que dans cette loi de résonance, il n'y a ni négatif ni positif. En résonance, on parle de notion de sympathique ou pas. C'est sympa ça. Alors justement, dans cette interaction-là, vous avez une petite vidéo qu'on va vous montrer sur la synchronisation des métronomes. Donc là, on peut voir effectivement que les métronomes fonctionnent tous indépendamment. Et à partir du moment où on va les installer sur un système oscillant qui est là constitué de 2 canettes et d'une planche de bois, eh bien, on va constater que maintenant, ils fonctionnent ensemble. Et s'ils fonctionnent ensemble alors qu'ils ont des rythmes totalement différents ou désynchronisés, ils vont commencer par se synchroniser. Voilà, là, on commence à arriver à une phase de synchronisation de ces métronomes. Maintenant, ça y est, ils sont ensemble. C'est la même chose qui se passait tout à l'heure quand je parlais de cristal qu'on prend dans la main. Interaction de 2 systèmes oscillants, le nôtre et le cristal. C'est beau ça. Alors maintenant qu'ils sont tous ensemble, on les ramène à l'état initial, c'est-à-dire qu'on les ramène. Ils ne sont plus dans un système oscillant, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent plus sur un système qui bouge, qui est vibrant, qui permet d'avoir cette cohérence, mais on les repositionne. Et là, on constate quoi? Alors qu'ils étaient cohérents, ils repartent dans un rythme qui est complètement désynchronisé. Ouais, c'est fabuleux ça. Tout ça est intéressant parce que ça nous montre véritablement l'effet dont parlait tout à l'heure Jeanne au niveau de la communication. À partir du moment où on est dans un système oscillant, tout communique ensemble. Dès lors qu'on n'est plus dans un système oscillant, il y a rupture de la communication et chacun reprend son propre rythme. C'est assez fabuleux cette expérience. Mm.
Alors maintenant, on va essayer, Jeanne a parlé de tout ce qui était au niveau cellulaire. Maintenant, moi, je vais essayer de rentrer dans la perception, effectivement, de notre système, la perception sonore de notre corps. Et on a un premier système qui est très important, c'est le système auditif, bien sûr. Hein, et comme le dit Jean-Claude Risset, l'ouïe traite des signaux sonores pour en extraire les informations nécessaires à notre perception de notre environnement. Donc, vous voyez, c'est ce que expliquait Jeanne tout à l'heure au niveau cellulaire. Ben, nous, c'est pareil, quand on est dans un milieu, on va interagir avec ce milieu grâce à notre système auditif qui nous permet de percevoir cet environnement. Et grâce à cet environnement, on va pouvoir interagir avec lui. Alors, ce système auditif, il a plusieurs propriétés, notamment notre perception sonore au niveau auditif. Elle est située théoriquement entre 20 Hz, donc 20 oscillations à la seconde, et 20 kHz, 20 000 oscillations à la seconde. Ça, c'est important, ça c'est très théorique parce qu'au cours de l'âge, bien sûr, on perd énormément de capacité de réception car la partie de la biologie de nos cellules ciliées commence à se figer, elles ne sont plus en mouvement et on revient aussi au mouvement important de la vie dont Jeanne nous parlait tout à l'heure. Ben, à l'intérieur de nos oreilles, on a des petites cellules qui bougent dans ce qu'on appelle la cochlée. Et à l'intérieur de cette cochlée, il y a plein de petites cellules et avec l'âge, ben, elles faiblissent, elles n'ont plus le mouvement nécessaire et elles ne vont plus répondre à certaines fréquences. Donc on va perdre de l'audition. Et ce que j'aime bien dire aussi souvent, c'est que notre oreille n'a pas de paupières. Nous sommes toujours en réception sonore, y compris la nuit. Hein. On ne peut pas éteindre la perception sonore au niveau auditif. Donc notre cerveau traite en permanence tout ce qu'il reçoit au niveau des oreilles. Ce qui explique qu'il y a quelques années, on avait fait des études notamment sur les gens qui dormaient au bord du périphérique et on s'est rendu compte que comme le cerveau ne pouvait pas dormir, ou en tout cas rentrer dans une phase de sommeil paradoxal, eh bien, ça générait des gros problèmes organiques jusqu'à conduire à des états de stress importants qui amenaient des états de dépression. Cette perception donc débute très tôt, à partir de la 3e semaine, il y a les premières cellules ciliées qui se forment, et on a une bonne capacité auditive aux alentours entre la 10e et la 12e semaine, donc entre 3 et 4 mois à peu près de grossesse, l'enfant est capable maintenant de réellement percevoir des sons. Et à partir de la 5e, jusqu'à partir du 5e mois, où là, véritablement, il a une perception complète. On le verra tout à l'heure, vous allez voir que c'est quand même assez cafouilleux sur le plan de la perception sonore, parce que quand on est dans le ventre de maman, il y a plein de bruit. Et justement, on fera un petit essai de vous ramener justement dans le ventre de maman et de voir comment vous pouvez percevoir la musique à l'intérieur de ce ventre de maman. D'ailleurs, voilà l'exemple dont je parlais. Donc, un petit extrait de la 5e symphonie de Beethoven que tout le monde connaît. Bon, tout le monde connaît cet air classique. Hein. On peut passer la diapo suivante, Jeanne. Ouais. Et donc, maintenant, la même perception, mais comme si vous étiez dans le ventre de maman. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate, on n'entend pas grand-chose, hein, finalement. Hein. On capte beaucoup de sons graves, hein, et toute cette perception est notamment axée sur ces sonorités très graves. Hein. Et les petites mélodies des violons, on a du mal à les percevoir. Hein. Dans la perception sonore, on a pour l'instant étudié surtout la partie du système auditif, mais on oublie souvent un élément, c'est qu'on a aussi un corps, et ce corps, lui aussi, est capable d'interagir avec le monde sonore. Le système corporel
nous permet effectivement de capter les sons par différents éléments qui sont nos muscles, nos organes et nos os. Tout ce qui continue, toute cette matière, elle va rentrer également en résonance avec le son. On oublie aussi souvent, et on n'est pas toujours conscient, qu'à l'intérieur même de notre propre corps, au niveau de nos cellules cutanées et sous-cutanées, on trouve certaines cellules qui vont correspondre à certaines bandes de fréquences et sont capables d'aller chercher des fréquences que notre oreille n'est pas capable de percevoir. Je pense aux corpuscules de Mesmer qui sont capables, au niveau du toucher, d'aller chercher des fréquences qui sont de l'ordre de 15 Hz, 50 Hz, pardon. Et les corpuscules de Meckel qui, eux, peuvent interagir avec des pressions de l'ordre de 5 à 15 Hz. Ce qui veut dire que si, par exemple, on mettait les mains dans la Terre, on pourrait être en mesure de percevoir les battements de la Terre, parce que la Terre a ses propres battements. Donc, vous voyez, notre corps a une finesse que notre oreille n'a pas forcément, au niveau de la perception auditive. Une complémentarité. Oui, une complémentarité. Bien sûr, il y a un autre élément qui est très important à l'intérieur de notre corps, c'est toute l'eau qui est à l'intérieur du corps qui reçoit ces mouvements vibratoires. Et comme tout à l'heure, Jeanne disait au niveau des cellules, on est dans un milieu aqueux, notre corps est un grand milieu aqueux, et à l'intérieur, cette eau va rentrer aussi également en résonance avec les fréquences, et je vous ai mis quelques images de fréquences dans l'eau, qu'on appelle des images de cymatics, où on met en résonance des fréquences dans une matière. C'est joli ça. Alors, depuis quelques années, on a avancé drôlement dans la compréhension, aussi dans l'interaction justement de cette matière sonore avec notre propre matière organique. Et il y a un monsieur qui s'appelle Joël Steinermer qui a travaillé sur ce qu'on appelle des protéodies. Il a surtout et essentiellement travaillé sur la notion des plantes. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que chaque acide aminé avait l'émission d'une onde, émettait une onde. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Jeanne. Chaque cellule a sa propre fréquence. À l'intérieur aussi de notre structure chromosomique, chacun de ces acides aminés a aussi également sa propre fréquence. Donc chaque protéine de la cellule aussi émet quelque part une mélodie qui lui est propre. Et on peut donc du coup influencer la création de chacune de ces protéines en faisant écouter à une cellule une mélodie qui va être proche des protéines qu'on veut qu'elle développe. Ah oui, ça c'est fabuleux. Ça, c'est une grande compréhension et donc on voit l'interaction maintenant du phénomène ondulatoire dont Jeanne nous parlait tout à l'heure, de cette information qui arrive de l'extérieur, qui va être captée au niveau cellulaire, qui va interagir donc avec cette matière, grâce aux travaux de ce monsieur. Donc on a parlé effectivement de toute cette perception, le système corporel. Là, vous avez par exemple les travaux d'une dame qui pour moi est l'une de mes grandes maîtresses dans la perception de ce qu'est la musicothérapie énergétique, puisque les travaux de cette dame, Marie-Lise Aucher, nous a montré que notre corps humain était comme un instrument et qu'il vibrait sur à peu près 4 niveaux d'octave, c'est-à-dire de Do et 4 fois Do au-dessus, donc 5 Do correspondent à peu près à l'échelle musicale que nous avons au niveau de notre structure osseuse. Alors, une petite citation aussi de notre grande amie à Jeanne et à moi, Jacqueline Bousquet, qui nous a quittés il y a quelques années. Tout être vivant ne peut se comporter qu'en récepteur et émetteur d'une gamme de fréquences avec laquelle il est en résonance. Ah oui. Une information avec laquelle vous n'êtes pas en résonance ne vous apportera rien et vous ne rentrerez pas Et oui. en résonance avec celle-ci. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, on reprend un peu ce qu'a dit Jeanne tout à l'heure. Chaque organe de notre corps a une fréquence donc, qui lui est propre. Et cette fréquence va varier en fonction de différents états. Notre état intérieur, c'est-à-dire effectivement comment nous sommes physiquement, et Jeanne nous a dit, effectivement, on voit qu'en fonction de nos champs vibratoires, quand il y a une baisse,
de ces champs vibratoires, ben, notre état intérieur se modifie, donc forcément, la fréquence de cet organe va changer, va se transformer. Dans le milieu dans lequel nous trouvons, effectivement, on a vu tout à l'heure dans l'interaction que j'aime nous proposer, de voir que cette cellule interagissait toujours avec le monde extérieur et qu'à un moment donné, ce monde extérieur conditionnait un peu ce qu'on appelle des phénomènes épigénétiques à l'intérieur de la cellule. Bien sûr, ça dépend aussi également du temps, hein, c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Au moment où nous enregistrons cette fréquence, l'organe va être dans une fréquence qui est particulière puisqu'elle correspond à un moment de son état. Hein, quand il est en activité ou quand il est en phase de sommeil, il ne va pas avoir la même fréquence non plus. Et puis bien sûr, de tout ce que nous allons absorber, de tout ce que nous allons mettre dans cette matière. Alors, quand je parle d'absorption, c'est pas uniquement ce que nous mangeons, c'est aussi nos pensées, c'est aussi tout ce qu'on peut mettre au niveau vibratoire, par exemple avec notre voix, etc., etc. Tout ça va influencer la fréquence de chacun de nos organes. Mais oui. Et donc, si nos organes sont accordés à une fréquence particulière propre à chaque individu, celle-ci est donc en résonance avec la fréquence de notre incarnation dont a parlé tout à l'heure Jeanne, puisqu'en tant qu'être, nous nous sommes incarnés avec une fréquence particulière qui se retrouve dans la gamme musicale qui va du Do au Si. Et d'ailleurs, souvent les gens me disent « mais pourquoi Franck, il n'y a que 7 notes ?» C'est pas moi à qui il faut demander ça, parce que des grands chercheurs avant moi ont défini effectivement, par exemple, je pense au Dr Bach, qui avait défini effectivement qu'il existait cette famille de bactéries, hein, dans le vivant. Mais pourquoi 7 ? Ben, hein, on n'a pas demandé au Dr Bach pourquoi il y avait 7 bactéries différentes, cette famille de bactéries différentes qui conduisaient à 7 états dans la matière aussi différents. Et donc, il avait fait tout un travail d'analogie entre ces bactéries et ces fameux états d'esprit qu'elles conduisaient chez l'être humain. Des nombres sacrés, tout ça. Et oui, des numéros sacrés. Mais oui, des numéros sacrés. Donc, nous avons donc une note qui nous est propre et avec laquelle toute notre structure matière est entrée en résonance. En fait, notre corps et toute la matière qui le construit va rentrer en résonance avec cette fréquence qui nous est propre. À partir de cette note fondamentale, nous avons également des grands axes de résonance. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule note, on a plein d'axes plein d'autres notes avec lesquelles nous sommes en résonance. Voilà, je vous montre ici ces 3 axes de résonance. Alors, c'est vrai qu'on explique souvent dans le côté ésotérique, mais maintenant, dans le côté scientifique, on commence de plus en plus à s'intéresser à cette triunité, à cette trinité de la manifestation dans le vivant. Hein. Il y a 3 principes. Il y a un principe neutre qui est exprimé par l'axe Do-Fa-Si, qui est l'axe neutre. Vous avez le principe féminin qui est exprimé par l'axe Mi et Sol, et puis le principe masculin qui correspond à l'axe Ré et La. Ce serait vraiment très long de vous expliquer comment j'en suis arrivé avec cette compréhension, mais déjà ce que vous pouvez voir et comprendre, c'est que nous avons une espèce de triangle, et qu'on retrouve pour ceux qui ont pratiqué la médecine chinoise, hein, le ciel qui est représenté par le triangle du haut qui fait Sol, La, Si, hein, et puis le triangle du bas, Do, Ré, Mi, hein, qui correspond au triangle du bas. Alors vous voyez, tout s'étant centralisé par le point central, qui correspond à la dimension du cœur chez l'être humain. Dans la tradition amérindienne, par exemple, on dit que l'axe central, c'est la connexion tertielle, hein, qui passe par le cœur de l'être. C'est en lien avec l'arbre des séphirotes. C'est aussi également, bien sûr, avec une vision alors un peu réduite, mais c'est le centre de l'arbre séphirotique qu'on retrouve également dans la Kabbale, puisqu'on retrouve ces 3 axes aussi également dans le principe de l'arbre séphirotique, des 3 branches qui correspondent à l'arbre séphirotique kabbalistique. Oui. Ouais. Le corps est donc en permanence en train d'échanger des fréquences en fonction des moments, de nos émotions, de ce que nous absorbons, nourriture, milieu, ondes électromagnétiques. Bien sûr, ces ondes électromagnétiques ont un impact, comme l'a exprimé Jeanne tout à l'heure, sur notre champ vibratoire. Et à partir du moment où ce champ vibratoire se modifie, il va modifier aussi la relation et l'interaction qu'il a avec le champ physique de notre matière. Et à chaque fois, il va essayer de maintenir sa fréquence qui lui est propre.
afin tout simplement d'être bien. Et tout à l'heure, Jeanne nous a parlé un peu très brièvement de cet état de bien-être que va chercher la cellule pour retrouver cette notion d'équilibre. Ah oui, l'état homéostatique du niveau cellulaire à tout le corps entier. Oui. Lorsque le corps est dans sa fréquence qui lui est propre, alors il vibre en sympathie avec le monde qui l'entoure et l'influence du monde extérieur n'a plus réellement d'emprise sur lui. Il rentre en résonance sympathique avec les choses avec lesquelles il est en résonance. Hein. Et là, donc, nous allons pouvoir voir effectivement le développement de l'embryogénèse, de la première cellule tout en haut, hein, jusqu'au 9e mois où on est prêt à sortir. Et on voit effectivement le changement de tous ces états. Excuse-moi, j'ai touché, voilà, excuse-moi. Je t'en prie, Jeanne. Peut-être que tu veux aussi intervenir aussi sur cette embryogénèse et parler un peu du développement, mais d'expliquer effectivement qu'on passe par différents états. Hein. On est des poissons. On voit la 5e semaine. Donc là, vous voyez effectivement, 5e semaine, on commence à voir le système auditif qui a commencé à se développer à l'intérieur de l'embryon. Hein, et puis ça se développe. Et puis ça y est, à partir de la 8e semaine, on a déjà une ressemblance quasi humaine, hein, et que déjà tous nos organes sont formés. Et toutes les espèces passent par les mêmes stades au démarrage. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette embryogénèse, c'est que dans cette division cellulaire de la première cellule, on retrouve les mêmes règles mathématiques de développement cellulaire qu'on a dans la première règle musicale qu'on appelle la règle de l'octave. En fait, on multiplie par 2 pour obtenir la note à un niveau supérieur. Hein. Si je prends un Do, par exemple, pour passer au Do du dessus, je vais multiplier par 2 sa fréquence. C'est-à-dire que si sa première fréquence est de 100 Hz, pour passer au Do supérieur, je vais multiplier par 2, donc la fréquence du dessus sera 200 Hz. Et en fait, le système de l'embryogénèse utilise exactement le même rapport mathématique que cette première règle de l'octave, c'est-à-dire qu'elle va se développer par 2 cellules, puis 4 cellules, plus 8 cellules, plus, etc., etc., 32, etc. Elle suit exactement les mêmes règles mathématiques qu'on retrouve dans ces rapports musicaux. Là, ce qui est intéressant, c'est quand tu parlais du son, tout le son, à partir de la 5e semaine, le fœtus entend le son, et à partir du 5e mois, il entend tout. Donc, il y a les sons qu'il va entendre, qu'il va intégrer des informations, et puis tout ce qu'il perçoit de façon diffuse au niveau information, tout ceci va être imprimé dans le corps et imprimé, et c'est ça qui va un peu plus tard définir un comportement à la sortie et de l'adulte surtout. Donc tout ce qui est imprimé est une sorte de conscience, une conscience de l'enfant et de son corps en même temps, parce que je lisais récemment là, le bébé dans le ventre de la maman, il a déjà une conscience de soi. Le fait que quand il soit stressé et il se passe des choses, il est stressé, il prend son pouce et il suce son pouce. Donc, il a la notion de son corps, la proprioception déjà de son corps. C'est assez incroyable. Et alors, on peut déjà aussi expliquer qu'à partir de cette fameuse 5e semaine, l'enfant commence à stocker des sonorités avec une partie des émotions que la maman lui transmet. Et il y a eu des expériences qui ont été faites où on a passé des musiques depuis la 5e semaine jusqu'au moment de la naissance de l'enfant, puis après, où on a toujours utilisé la même musique et la maman pensait à quelque chose de très très agréable à chaque fois qu'elle passait la musique lorsqu'elle était enceinte. Et quand l'enfant est sorti du ventre de la mère, il était en crise, il était en pleurs, on mettait cette musique et d'un seul coup l'enfant se calmait tout de suite. Donc on voit effectivement que le stockage de l'information dont parle Jeanne, de la conscience déjà, elle est déjà très formatée dès la 5e semaine. Au 7e mois, l'amygdale, elle est fonctionnelle au niveau cérébral et elle renferme toute l'information émotionnelle pendant la vie de l'enfant avant. Et il a son bagage qui arrive sur Terre avec des informations, plus toute sa vie émotionnelle dans le ventre. Tout ceci est imprimé.
Tout. Et il On va on peut citer un petit exemple qui nous est arrivé dans le cadre de la formation. Une jeune femme à qui j'ai fait écouter l'extrait des sangs intra-utérins que vous avez entendu. Au moment où elle a entendu ça, c'était intenable pour elle. Et du coup, je lui ai dit, il y a forcément quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, dans cette période de gestation, dans le ventre de ta maman. Il faut vraiment que tu l'interroges parce que, tu vois, il y a un trauma qui est présent parce que tu ne peux pas écouter cette musique et avoir de telles réactions. Et elle a interrogé sa maman et en fait, c'est son frère qui, à l'époque, lui donnera la solution en lui disant que, ben oui, à l'époque où maman te portait, elle s'est fait agresser et on lui a tapé dessus. Oui. Et on voit bien comment l'enfant a stocké cette information hein, quand on l'a remise dans cette captation sonore, dans cet environnement sonore, l'information de ce que la mère avait pu lui transmettre dans cette agression s'est retrouvée manifestée en elle. Et oui, c'est ça, c'est assez fabuleux. Hein. C'est le côté sympathique en la nutripuncture, c'est que le trauma qu'il y a eu, on peut aller le libérer. Ça, c'est un côté sympathique. Non, c'est donc toute l'histoire de notre vie, elle est là-dedans, principalement. C'est-à-dire que tout ce qu'on va nous arriver à l'âge adulte ne sera qu'une résonance de quelque chose qui s'est passé dans cette période. La vie intra-utérine, elle est fondamentale. Et voilà, après, on ne choisit pas obligatoirement ce qui se passe, mais on est tous passés par là. Mais elle détermine les comportements qu'on va avoir et les problèmes qu'on peut avoir qu'il faudra libérer tout simplement. Si on comprend que ce qui arrive après l'âge adulte est en lien avec la période fétale, eh bien, il faut aller faire un petit tour, quoi. Voilà. Alors là c'est la cellule. Donc, j'expliquais ce que c'était tout à l'heure. Hein. Donc, je ne reviens pas dessus. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, je vais vous montrer le film, là, la vie interne d'une cellule, parce que c'est tellement politique, pas politique, mais poétique. Et pour vous montrer que tout ceci se passe dans de l'eau. Le cytosquelette, là. Le cytosquelette sur la membrane. Une enzyme là, qui coupe à l'échelle atomique. Un microtubule qui se forme. Des formes. Une vésicule. Avec les poils, c'est la graisse où elles vont aller. C'est un moteur moléculaire, ça. Le cytosquelette. Et les centrosomes. Les ribosomes qui vont faire la transcription pour faire des protéines. Un complexe qui va à la mitochondrie. Le réticulum endoplasmique. Un moteur moléculaire, là. Là, c'est le Golgi, la maturation des protéines. Et là, les protéines qui ont été maturées sortent dans la membrane extracellulaire. Et là, vous voyez, des protéines qui sont sous la membrane, elles attendent un signal, elles ont une forme inactive.
Et à un moment donné, il y a un signal. Elle change de forme. C'est un lymphocyte ici. Le globule rouge là. Les lymphocytes qui passent les veines. Pour aller vers l'inflammation. Alors, ce film est fait à partir des connaissances de biologie moléculaire, de biologie cellulaire. On peut maintenant aussi partager si vous avez des questions, si vous avez des questions à nous poser, on est prêt à y répondre.